les jeudis de l'Iliade. Alors, bonsoir à tous, merci d'être présents. Grégoire Gambier, qui va nous parler ce soir de Jean-René Huguenin, a participé à la fondation de l'Iliade, dont il a été porte-parole et délégué général. Il intervient aujourd'hui lors des formations et préside le fonds de dotation Iliade pour la culture européenne. Il est journaliste et consultant, il a notamment collaboré à National Hebdo, Le Choc du Mois, Spectacle du Monde, Conflit ou encore Valeurs Actuelles. Il est aussi directeur de la collection Iliade aux éditions de La Nouvelle Librairie. Il a piloté par exemple les ouvrages collectifs Ce que nous sommes et Pour un réveil européen. Il a également participé à la bibliothèque littéraire du Jeune Européen, paru en 2021 aux éditions du Rocher, où il a écrit les chapitres consacrés à Ernst von Salomon, Michel Déon, William Faulkner, Hubert Monteiller et Jean-René Huguenin, dont vous allez nous parler ce soir. Ce qui tombe bien. Ce qui tombe très bien. Merci. Merci à vous, à cette noble assemblée. Conformément donc au principe du jeudi de l'Iliade, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas fait une thèse sur Jean-René Huguenin, sur le sujet qu'on va aborder ce soir ensemble. Je n'ai même pas fait d'études littéraires et d'histoire. L'idée, c'est bien des propos d'amateurs autour d'une œuvre ou d'un auteur pour faire partager l'envie de lire ces œuvres, ou en tout cas l'intérêt que l'on peut encore porter à cet écrivain. C'est d'autant plus important s'agissant de Jean-René Huguenin qu'il est en grande partie oublié, en tout cas par la caste médiatique qui fait le ton, qui donne le ton dans le monde littéraire. Mais il fait paradoxalement l'objet pratiquement d'un culte au sein d'un cercle d'initiés, y compris de gens qui écrivent dans la presse et qui écrivent aussi des ouvrages. Le propos, donc je vais vous présenter rapidement qui était l'homme, bien sûr, date de naissance, date de décès, œuvre, etc. Focus sur l'œuvre, c'est assez court puisque pour ceux qui connaissent un petit peu déjà le sujet, il a écrit qu'un seul roman, en tout cas publié de son vivant. Voilà. Mais après le journal a été publié très vite après et assez récemment, il y a 6 mois, ce qui est le prétexte de cette causerie, a été publié en collection Lafon, l'intégrale de ses textes, notamment ses articles, des nouvelles, des romans, des courts romans et la préparation d'un roman resté évidemment inachevé. Donc l'homme, l'œuvre et quelques focus sur des points qui peuvent un peu plus nous intéresser. Les idées politiques, même si on verra, il n'était absolument pas politique au sens court du terme. Si on a le temps, Huguenin et les femmes, puisque c'est un sujet assez amusant, et on finira sur ce que l'on peut en retenir pour aujourd'hui, si vous voulez bien. Et enfin, les questions et dévotions. Donc Huguenin, né le 1er mars 1936 à Paris, dans une famille que l'on peut qualifier de bourgeoise. Le père, donc grand chirurgien reconnu, prof à la faculté de médecine de Paris, ils habitent le 16e, il est scolarisé au lycée Claude Bernard, dans le 16e, avenue Théophile Gautier. Voilà, famille classique, mais d'origine bretonne. Je le dis, on y reviendra, parce que ces racines bretonnes expliqueront aussi beaucoup de choses et évidemment seront au cœur de son roman, La Côte Sauvage. Donc il fait ses études secondaires au lycée Claude Bernard, comme je viens de le dire, près de la porte d'Auteuil, donc on est vraiment dans un entre-soi. Et il a notamment pour professeur d'histoire un certain Louis Poirier, alias Julien Gracq, le rivage des Syrtes, et qui nous a laissé quelques descriptions de son élève, que je vous livre pour décrire le personnage tel qu'il apparaissait à l'époque, donc jeune homme. Julien Gracq, donc, décrit Jean-René Huguenin, il avait une physionomie, je me rappelle très bien, qu'il tranchait sur les autres, d'abord par une espèce d'aisance physique, et puis par un certain détachement coupant. C'était une personnalité qui devait en imposer à ce groupe. Deuxième citation, toujours de Julien Gracq, plus connu, il y avait quelque chose en lui qui rappelait obstinément le plein vent. Ce mouvement de tête fougueux de cheval sans bride, cette voix coupante qui défendait assez agressivement son quant à soi,
Il paraissait plutôt de la race qui brûle ses cahiers, et l'envie irrésistible qui lui vient de mettre le feu à sa vie, quand il s'aperçoit que le monde autour de lui a déjà commencé de vieillir. Tout de suite se souvient pour sa part Jean Edernalier, l'un de ses condisciples au lycée Claude Bernard, dans La cause du peuple. Tout de suite, donc, je remarquai Jean René, plus grand que les autres, et aussi le plus entouré. Il émanait de lui une autorité indéfinissable, surnaturelle. C'était le chef, ou plutôt le jeune maître de vie. Donc, condisciple, en effet, donc, de Jean Edernalier et aussi de Renaud Matignon, Jean-René Huguenin va très vite, enfin assez vite, quelques années plus tard, fonder avec eux la revue Telle Quelle, dont il sera exclu dès le 2e numéro pour dilettantisme, mais bon, voilà, mais il aura été le fondateur de Telle Quelle, et entretiendra toute sa brève vie des rapports d'amour-haine, de fascination-répulsion à l'égard de Jean Edernalier, qui était son pays, tous les deux, donc bretons, son jumeau astral finistérien. En plus, ils étaient nés le même jour, voilà, à peu près au même endroit, donc dans le Finistère Sud. Il est étudiant après Claude Bernard, le lycée, donc Jean-René Huguenin est étudiant, classique, Sciences Po, Sorbonne, et il prépare l'ENA. Bon, vraiment le modèle assez convenu. Sauf que la seule chose qui l'intéresse, évidemment, c'est d'écrire. Donc il commence à écrire très tôt, adolescent, les premiers textes, donc en 53, 54. Oui, c'est juste avant la chute de Dien Bien Phu, en repère chronologique, je vois. Et il débute l'écriture de son journal, qui est quand même l'œuvre la plus connue, sur laquelle on va s'attarder un petit peu, à 19 ans, tout en collaborant à de nombreuses revues. Donc Telle Quelle, ce fut furtif, mais avant de fonder donc Telle Quelle, cofonder Telle Quelle, il est d'abord repéré pour de très nombreux articles qu'il écrit dans La Table Ronde, la revue issue des éditions du même nom, où sont publiés les Hussards, dans Art, surtout, également dirigé par Jacques Laurent, donc un des Hussards, les Nouvelles littéraires, le Figaro littéraire, Vogue, Perspective, enfin, il écrit un peu partout, il écrit beaucoup. Voilà. Et il va être repéré quand même pour ses talents d'écriture dès ses articles. Pour Jean-Paul Enthoven, donc Jean-Paul, pas l'autre, dans un article du Point il y a une dizaine d'années, donc Enthoven décrit Huguenin comme suit: bourgeois anti-bourgeois, il possède sur le champ la panoplie complète d'un grand môle en colère et vaguement hussard. Je cite cette citation malgré sa source, parce que je trouve que ça décrit assez bien Huguenin. Jérôme Garcin, autre journaliste, lui, pour le Nouvel Observateur, dira: Jean-René Huguenin était un grand enfant triste. Grand enfant triste, en référence au roman de Nimier, Les Enfants Tristes, évidemment. Parce que comme Nimier, ils sont de la même génération. Huguenin ne sera pas hussard, au sens classique du terme. Mais comme Nimier, et une semaine avant lui, il va mourir prématurément dans un accident de la route, donc à 26 ans. Donc pour sa vie, c'est assez simple. Et donc il meurt jeune, celui qui est aimé des dieux, nous disait déjà Ménandre, et en fait, c'est vrai que sa mort tragique et prématurée a largement contribué à l'aura dont il dispose encore aujourd'hui, je vous ai dit, parmi un cercle d'initiés, et malgré tout, parmi des lecteurs à chaque génération qui le découvrent. Il n'est pas oublié totalement des jeunes générations. Il voulait être, donc dans son journal, il disait qu'il voulait être la force, la résolution et la foi. Donc avec lui, le romantisme relevait la tête. Hein. On va y revenir, hein, ses écrits, c'est vraiment ça. La Côte sauvage, son unique roman, donc, serait le manifeste de ce nouveau romantisme, cet idéalisme. Et son journal, Un viatique. Alors je cite le journal. Je ne suis pas sur terre pour me ménager afin de mourir confortablement. Ma mission d'écrivain et d'homme m'interdit de participer à ces rires qui, sitonnés, s'évanouissent et laissent la place à d'autres rires éphémères. Le goût des choses périssables est sacrilège. Je veux agrandir mon âme de tout ce que je refuserais, consacrer ma vie à affirmer que je suis libre et mourir dans l'amour des choses qui demeurent.
Jérôme Michel, que je citerai de temps en temps aussi, parce que c'est celui, je pense, parmi les critiques qui l'ont le mieux cerné. C'est lui qui a publié un jeune mort d'autrefois, tombeau de Jean-René Huguenin, chez Pierre-Guillaume Deroux. Pour Jérôme Michel, donc, il est mort, certes, donc dans un accident de la route, mais il est entré dans la mort en état de belligérance. Et c'est cet état de belligérance que l'on va voir dans son œuvre maintenant, si vous avez bien suivi, maintenant on va traiter de l'œuvre. Le premier, évidemment, c'est La Côte Sauvage, puisque, je vous l'ai dit, unique roman publié de son vivant, en 1960, au Seuil, entrée fracassante dans le monde littéraire, il rate de peu le Goncourt. Il est salué par Julien Gracq, Mauriac, Aragon, et donc il se fait connaître par ce roman, par le petit monde littéraire parisien qu'il va de fait fréquenter. Alors pour Jérôme Michel, rappelez-vous, un jeune homme mort d'autrefois, tombeau de Jean-René Huguenin, édition Pierre-Guillaume Deroux. Je cite, « La Côte Sauvage est un roman de l'inachèvement, de l'ébauche des lettres que nous n'écrirons pas, de notre douleur d'avoir eu 20 ans et d'en avoir rien fait, de cet immense amour inemployé, de l'incomplétude de toute vie, de toutes ces morts avant la vraie. » Là aussi, je vous le lis, parce que c'est à peu près l'état d'esprit pour ceux qui ont lu La Côte Sauvage, qui se dégage de ce roman. L'intrigue importe peu, parce qu'elle est assez classique, c'est un trio amoureux, même si potentiellement incestueux, mais amoureux, entre un frère, une sœur, et le meilleur ami du frère qui va épouser donc la sœur. Dernier été en Bretagne, dans la maison familiale, au Guilvinec, pour ceux qui se situent. Donc on n'est pas loin du château de Jean Edernalier non plus. Donc le prétexte est celui-là, le contexte, pardon, et le propos, c'est bien la description des rapports entre les êtres, des tensions qui naissent, de l'impossibilité d'un amour parfait et de la conscience de cette impossibilité à la fin de la jeunesse, et qui marque donc le début dans l'âge adulte, qui est considéré comme un renoncement, puisque la fin du roman montre bien les différents personnages comme s'étant abîmés, au sens réel du terme, dans le choix d'une vie assez ordinaire. Voilà, donc c'est pas un grand roman, au sens, mais c'est un roman qui reste singulier, parce qu'on ne peut le rattacher à rien avant lui, en termes de style, même si vous avez vu que le propos était assez classique, mais en termes de style, de vision, de façon d'aborder les personnages, de considérer le décor, la Bretagne, comme étant en fait le quatrième personnage du roman, tel que c'est abordé dans les descriptions qu'il en fait. C'est un roman qui a le goût un peu salé du dernier été en Bretagne. En fait, c'est ça, l'automne déjà, dirait Rimbaud. Donc, une fois de plus, le thème a déjà été abordé, mais l'originalité du bouquin est là, et celle du Gueulin tout entière, d'entrée de jeu. De tous ces autres romans, esquisses et les nouvelles qui ont été publiées, je vous dis, dernièrement, intégralement en collection bouquin, expriment la même difficulté existentielle. Il tournera autour de ce sujet, et donc un romantisme sombre, parfois lassant à force de complaisance, parce que dans le romantisme, il y a quand même cette façon de se regarder souffrir un petit peu, au risque du nombrilisme. Mais malgré tout, il faut se resituer dans l'époque, à part les hussards, toutes les lettres françaises étaient dominées par la gauche marxiste, par Sartre, et donc c'était une façon aussi de trancher avec l'aridité toute mécanique ou toute politique idéologique qui voulait qu'un texte soit une démonstration, pèse, lève les masses, fasse la révolution, et lui dit non, l'importance de la littérature c'est d'exister soi-même. Donc ça c'est La Côte Sauvage, c'est court, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je le conseille, voilà. L'œuvre la plus importante, parce que c'est celle sur laquelle il aura le plus travaillé et où il se dévoile vraiment, c'est son journal, donc qui s'étend de 1955 à 1962, jusqu'à sa mort. Je cite Sébastien Le Foll, cette fois du Figaro littéraire. Plus qu'un journal d'écrivain, c'est un journal de guerre.
La guerre qu'un jeune homme se mène à lui-même, s'il remporte ce combat, il naîtra à lui-même. Et Mishka Sayas, voilà, qui a écrit l'avant-propos du journal, lui il exposait Huguenin donc avec une acuité et une simplicité dont j'aurais été bien incapable, son sentiment de solitude dans une période sèche et cynique, et ses efforts pour ne pas sombrer dans le découragement et l'apathie. Je vous cite ces deux approches, parce qu'encore une fois, quand ça a été bien dit et bien écrit par quelqu'un, c'est pas la peine d'essayer de le redire moins bien, et en plus vous avez les sources. Donc le journal est aussi, mais ça l'exercice s'y prête, parfois quand même complaisant et narcissique, parce que il décrit aussi les scènes de la vie quotidienne avec qui il dîne, qui il voit, qui l'agace, un déjeuner, une discussion, sa difficulté d'écrire. Voilà, c'est vraiment l'écrivain qui souffre parce qu'il considère son travail comme un art. Et Pierre-Guillaume Deroux, justement, parce que c'est chez lui qu'a été édité, comme je disais tout à l'heure, Jérôme Michel. Pierre-Guillaume Deroux, lui, perçoit chez Huguenin un étrange sursaut de dégoût et de mélancolie, un dernier cri, une dernière révolte de l'enfance trahie. Jean René perçut au plus profond de lui-même l'entrée de l'Occident dans l'âge du nihilisme, enfant sérieux de l'après-guerre, qui a choisi un certain retrait par désir d'intégrité spirituelle. Et Olivier Wagner, lui qui a fait l'introduction donc de la collection, enfin de l'intégrale en collection bouquins, décrit lui le journal ainsi: chaque page évoque son combat contre lui-même, ce vertige auto-prométhéen de libération des laideurs du monde, cette lutte perpétuelle pour atteindre ce qu'il appelle la sainteté, la maîtrise de soi, parfois en recourant à une discipline de pensée et de corps qui peut laisser perplexe, tout ce qui paraît lui permettre de vivre chaque jour au-devant de soi. Donc dans son journal, en effet, Huguenin révèle son vrai visage. On y voit aussi tout ce qui l'inspire. Nietzsche, en grande partie. Alors je mets à part les auteurs, Dostoïevski, Hemingway, enfin c'est assez éclectique. Mais parmi ceux qui développent une vision du monde, il y a bien sûr Nietzsche, Peggy, notamment la spiritualité péguiste, De Gaulle pour la grandeur gaullienne, on va y revenir sur l'aspect politique. Et en fait, tout ce que dit le journal, c'est le refus d'une époque. Voilà. C'est une œuvre qui frappe donc par sa mélancolie incantatoire et son aspiration à une chevalerie des temps modernes, écrit Jérôme Garcin. Et donc cette fois, Huguenin écrit lui-même, parce qu'autant cette fois citer l'auteur lui-même. Huguenin, donc, il est clair que je n'ai pas ma place dans ce monde. Parmi ma génération, au sein de cette civilisation, je vais écrire quelques romans, et puis j'éclaterai comme un feu d'artifice, et j'irai chercher la mort quelque part. La pensée de mourir est finalement ce qui me console le mieux de tout. Ou encore, toujours dans le journal, je ne traverserai plus ces pays faciles et dorés que je ne regrette pas. Je suis prêt. J'entre de face dans mon avenir. Ô mort, je ne me lasserai plus de te frôler. Le jour venu, tu embrasseras un compagnon digne de toi. L'avant-veille de sa mort, justement, dernière entrée du journal, il n'a pas fait la veille, mais l'avant-veille. C'est très significatif de son état d'esprit, donc à la fois tragique et combatif, vous l'aurez compris. Je le cite: « Écrire mon ouvrage de morale, fonder, conformément à cette morale, une aristocratie d'âme forte. » Et plus loin, mais toujours le même jour, « J'ai envie d'attaquer, ne plus hésiter, ne plus reculer devant rien, aller jusqu'au bout de toute chose, quelle qu'elle soit, de toutes mes forces, n'écouter que mon impérialisme. » Dernière phrase de son journal, n'écouter que mon impérialisme. Alors évidemment, un journal, ça ne se résume pas. Je vous propose quelques traits saillants de sa pensée et de ses écrits. Alors là, par le goût de la provocation, Huguenin et les femmes. Je dis provocation, c'est pour... je vais dédier cette petite lecture à Sandrine Rousseau et à ses camarades chiennes de garde. Mais au-delà de ça, c'est vrai que alors qu'il est
considéré comme romantique, Huguenin, il a un rapport quand même aux femmes qui est pour le moins distant, indifférent. Voilà. Donc, dans La Côte Sauvage, on peut comprendre que les personnages, s'il y puise une partie de lui-même, il a pu avoir des rapports compliqués avec sa sœur. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'entendait pas du tout avec ses parents et surtout avec sa mère. Bon, voilà, mais on va pas faire de psychanalyse, qu'il détestait par ailleurs. Mais toujours est-il que c'est frappant, puisque vous imaginez un archange blond de 20 ans, prince des lettres à Saint-Germain-des-Prés dans les années 50. Il a dû y avoir quelques occasions. Et le journal en parle quasiment jamais, ou juste pour regretter certaines soirées qui lui ont semblé ne pas apporter toute la beauté qu'il recherchait en toute chose. Donc, petite lecture provocatrice sur Huguenin et les femmes. C'est dans le journal, bien sûr, 1er mai 1956. Je me demande si c'est vraiment Dieu qui a créé la femme, ou si ce n'est pas plutôt l'homme qui, au détour d'un sentier forestier, a découvert, accroupi dans une clairière, en une de ces poses théâtrales et avantageuses dont elle croit avoir le secret, l'une de ces bêtes aux longs cheveux. Il a été saisi alors par un désir immonde et monstrueux, semblable à celui que l'on pourrait éprouver maintenant pour une jument, et il l'a domestiquée. Elle ne demandait que cela. Voilà le péché originel. Et maintenant, elles sont devenues nos mères, nos sœurs, et nos épouses, nos filles. Tout ce que l'on trouve de beau, de pur, de bon chez certaines femmes n'est jamais qu'une imitation, une contrefaçon pour vous plaire. Et celle-là, que vous vous acharnez à défendre parce que, dites-vous, elle n'est pas comme les autres, voyez-la avec d'autres garçons. Elle est pire. Elle a simplement senti, diaboliquement bien senti, ce qu'il fallait qu'elle parût pour vous plaire. Tout ce qui tend vers le paraître est féminin par essence même. Tout ce qui tend vers l'être est seul viril. Tout ce qui est féminin en nous est mauvais et corrompu. C'est avec nos vices que nous séduisons les femmes. Donc, le mardi 1er mai, c'était le lendemain d'une sale soirée, je pense. Mais bon, je rassure les lectrices, puisqu'il y a beaucoup de lectrices, heureusement, de Jean-René Huguenin. Ce n'est pas permanent et ce n'est pas dans son journal ou dans ses écrits, mais on sent bien qu'il y avait ça, et ça dépasse quand même un petit peu le machisme de l'époque qu'on mesure mal aujourd'hui. La France du début des années 50, voilà, on était loin de son... Comment ? On n'a pas besoin d'être rassuré. Non, en effet. Voilà. Tout à fait. Mais ce serait choquant aujourd'hui, en tout cas c'est pas dominant dans les lettres actuelles. Alors Huguenin et la critique du monde moderne, deuxième petit zoom que je vous propose, puisque je dis très, très inspiré par Peggy, mais aussi surtout par Bernanos sur cet aspect. Il a très tôt donc dénoncé les ravages de la technique, la standardisation des modes de vie, la solitude comme conséquence de la massification, de l'avènement de l'homme-masse, qu'avait déjà pressenti Ortega y Gasset. Alors je vous ferai moins de lecture, mais les titres de ces articles pour la revue Art déjà donnent une bonne idée de ses tropismes dans la matière, sa critique de la modernité. C'est important parce qu'on est évidemment au tout début des Trente Glorieuses, de l'américanisation de la société française, qui suit immédiatement évidemment l'abandon de l'Algérie, et déjà très tôt, dès la fin des années 50, il pressent que ce qui va advenir ne va pas grandir les hommes. Premier titre d'un de ses articles, Leur solitude. Donc là je cite cette fois quand même, à l'intérieur. Les hommes du XXe siècle, parce qu'ils sont de moins en moins solitaires, sont justement de plus en plus seuls. Et on possède aujourd'hui avant d'avoir désiré, on satisfait sur le champ la moindre de ces gourmandises. À tous les niveaux de l'échelle sociale, nous sommes des enfants gâtés, ou plutôt des enfants qui se gâtent, qui se passent tous leurs caprices, ne se refusent rien, ne se privent de rien, ne résistent jamais. Étrange prémonition quand même des ravages des réseaux sociaux, il me semble. C'est avant la télé dans tous les foyers. Autre titre d'article, Ce monde d'impuissants, alors qui décrit notre entrée en décadence, qu'il voit comme étant nettement moins brillante que celle de la romantique et ses luxueuses orgies. Je cite, « Un homme capable de rester durant des heures à plier et déplier une jambe et à tapoter une machine à sous me paraît finalement dans un état de démence beaucoup plus avancé qu'un débauché ou un ivrogne. »
Ensuite, l'homme, cet objet, voilà, figurante critique du progrès comme absence d'imagination, la psychanalyse, une consolation, donc là, qui est une attaque frontale contre la psychanalyse qui l'oppose à un vibrant plaidoyer pour l'amour chrétien. La dernière jeunesse révoltée, qu'il consacre à Henri Massis et à ses compagnons de l'Action française, dont Robert Brasillac, avec cette citation, qu'il écrit dans cet article. Je préfère des hommes qui luttent pour des idées fausses et prennent le risque de mourir pour elles, à des hommes qui ne luttent pour rien et qui mourront gras. Voilà, donc c'est vraiment bernanosien au possible. Alors, puisqu'on parle de Bernanos, on a parlé un peu de pays, Huguenin et la politique, encore une fois, il ne s'est pas engagé politiquement, il n'a jamais été avec les hussards malgré la proximité d'âge, d'éditeur, de compagnonnage. Tout simplement parce que vous l'aurez compris, il était trop individualiste quand même pour croire une seule seconde qu'un engagement collectif puisse changer le cours des choses, ou en tout cas répondre à la difficulté d'être qui était sa réelle préoccupation. Donc il attaque bien sûr dans ses articles le nouveau roman, la nouvelle vague, l'existentialisme, le lacanisme, le matérialisme, enfin bon, toutes les idoles de l'époque y passent. Il sera considéré pour cela évidemment comme fasciste par la gauche sectaire, naturellement sectaire, et fasciste comme De Gaulle en 58, souvenir des affiches du Parti communiste, et De Gaulle qui lui semble le seul politique digne d'intérêt en raison de ses discours sur la grandeur. Du coup évidemment, on peut difficilement se reconnaître, être hussard avec ce type de penchant. Et donc je vous cite une autre entrée de son journal au 29 septembre 1958. C'est là, donc 29 septembre 1958, on est juste après donc la victoire du référendum sur la Constitution, adoptant la Constitution de la Ve République. Donc Huguenin écrit 80% de oui à De Gaulle, 80% de oui à l'honneur, à la grandeur, à la force. Même si De Gaulle est un grand âne prétentieux, 80% de Français ont répondu oui à ce qu'il a su magnifiquement symboliser, la tradition d'une France historique et généreuse. 80% de Français ont dit non à Faye et aux éditions du Seuil, à Bresson et à Vadim, aux intellectuels de gauche et à l'impuissance, à l'ennui, à l'indécision, à la mauvaise conscience. Ce qu'on attend de la politique, on l'attend aussi du roman. De grandes aventures, de la passion, le goût de vivre. Je suis passionnément sûr que je parle le langage de demain. Bon, les faits ne n'auront pas tout à fait raison, mais son approche de la politique est évidemment esthétique. C'est la volonté, c'est le pouvoir, c'est l'aventure. Voilà. Donc il trouvait à l'époque que c'était De Gaulle, mais bon. Après, dans son journal, il n'y a rien sur l'abandon, toute la crise de l'Algérie française qui a quand même, en revanche, bouleversé ses camarades hussards. Plus tôt, toujours dans le domaine politique, le 26 octobre 1956, en pleine insurrection de Budapest, donc avant de participer à l'assaut du siège du Parti communiste, oui, il n'y participera pas, il y participera, pardon, il ne restera pas dans sa chambre, et on se plaît à penser qu'il a pu côtoyer à ce moment-là, évidemment, Dominique Vénère, qui n'était âgé que d'un an de plus, et qui était un des meneurs de cette manifestation anticommuniste. Donc je vous cite ce qu'il écrit ce jour-là, vendredi 26 octobre. Révolution en Pologne, insurrection en Hongrie, la Syrie, la Jordanie, le Liban, le Maroc unis dans la haine de la France, alors qu'à Budapest on chante la Marseillaise. Ah, Français, il y a là de quoi vous faire flamber le sang. Amollis, endormis dans l'indifférence, il est temps de vous réveiller, de brûler. Un peuple, comme un homme, a besoin d'être haï et de haïr. La haine du monde arabe doit nous relever, nous dresser, nous brûler. C'est le moment ou jamais d'être fort. Il faut profiter de la haine des autres. Le monde en ce moment bouillonne, que les cœurs, que le sang jaillissent. Les grands coupables sont ceux qui manquent une occasion de combattre. Donc les événements politiques ne le laissent pas totalement indifférent, vous l'aurez compris.
Autre point commun avec Dominique Vénère, à part la participation à l'assaut du siège du PC, donc en protestation contre l'écrasement de l'insurrection à Budapest, c'est, on sort un petit peu du politique, mais sa façon de concevoir l'écriture, le métier d'écrivain, comme un artisanat. Je cite, dimanche 3 juin 1956, dans son journal, que c'est agréable de sentir que l'on commence à savoir un peu écrire, que l'on commence à connaître la technique, l'art presque manuel d'exprimer une idée, de rendre une image, cette joie d'apprenti forgeron. Et je cite Jérôme Michel pour finir sur cet aspect, donc sur Huguenin et la politique, enfin son idéalisme. Aujourd'hui, dans notre présent festif, ludique, sérieusement sympa et religieusement citoyen, Jean-René Huguenin apparaîtrait comme une sorte de prince Éric égaré dans une émission de télé-réalité. Un boy scout attardé, un peu pathétique, anachronique, irrévocablement inadapté au business et à la lutte contre toutes les discriminations. Alors, qu'en retenir pour aujourd'hui ? Que la beauté, le sacrifice, la force, la grâce ont encore un avenir. Je pensais que c'était oublié, mais Huguenin nous en parle encore, nous en parle dans une époque qui rétrospectivement, nous paraît presque bénie des dieux au regard de notre société actuelle, la France des années 50, début 60. Mais chaque génération considère que son époque est de toute façon en décadence. Donc, et il le dit avec une force, une puissance d'évocation et des ressorts qui forcément parlent à tout le monde. Pour Jean-Paul Antoven, dernière citation d'Antoven, je vous rassure, en parcourant les quelques stations glorieuses de cette vie tôt suspendue, on se surprend tout de même à comparer. Il y avait de l'énergie dans la France de Huguenin, avec ses 30 glorieuses à venir, avec ses gisements d'enthousiasme qui n'avaient pas encore trop servi. Depuis, grand affaissement du roman national, désormais les jeunes naissent vieux, rajeuniront-ils avec le temps ? La mobilisation récente quand même de l'écrasante masse de la jeunesse pour sauver leur retraite, ou ce qui n'est pas mieux, par peur apocalyptique du changement climatique, annonce quand même des générations de petits vieux. Donc vous aurez compris que Huguenin ne s'adresse pas à la masse des jeunes déjà vieux, mais à ce que dans chaque génération, il reste de jeunes, réellement jeunes. Mais donc Huguenin se sentait déjà en exil dans son époque, trop jeune pour un monde trop vieux, comme beaucoup de romantiques. Pour Jean Mabir, qui a écrit dans son Que lire, mais qui avait déjà écrit dans Défense de l'Occident en 1965 un hommage justement à Jean-René Huguenin. Huguenin, c'est un peu il exprime la brûlante mélancolie des enfants privés d'histoire. Il s'explique parce qu'ils entrent dans une époque débarrassés du tumulte des guerres, on est dans l'après-guerre, mais dès lors incapables de répondre aux questions essentielles. Et c'est vrai qu'on a l'impression avec Huguenin que c'est un peu ça, c'est cette espèce de vide, cette parenthèse de l'histoire, en tout cas à l'échelle continentale, qui provoque ce sentiment de décadence, en tout cas de refus de cette entrée en décadence. Même si on a vu qu'il s'intéressait aux événements du monde et qu'il n'y était pas insensible. Deuxième aspect à retenir, il me semble, c'est que pour Huguenin, la littérature n'est pas un hobby ou un métier, une occupation, c'est un choix de vie. Parce que résume Mabir en une formule dont il a le secret, la recherche non d'un public mais d'un ordre. D'ailleurs, Huguenin était persuadé de parler le langage de demain, on l'a vu dans la citation que je vous ai lue, et en sauvant ce qui est de toujours et en s'attachant à discriminer, non pas le bien et le mal, mais le grand et le bas. Nietzsche en diable. Donc on l'a vu, il appelait de ses voeux une nouvelle aristocratie des âmes fortes. Il en avait même fixé le programme. Donc ceux qui auront lu l'article paru sur le site de l'Iliade se souviendront de cette citation et pourront même la donner par cœur, là je les vois. Mais donc le programme, c'est créer les conditions d'un nouvel héroïsme, attaquer par tous les moyens possibles la civilisation bourgeoise. Il en avait même fixé pour les générations futures, celles qui viendront encore et qui liront Huguenin, les règles de cet ordre exigeant,
7 étapes pour retrouver le secret de cette union insensée entre la puissance et l'amour, la volonté, l'ordre, le courage, l'honneur, le mépris de soi, la souffrance, la force. Je vous remercie. On va passer à un temps de questions et de réponses, si vous le voulez bien, que je vais inaugurer. Dans le journal d'Huguenin, il y a vraiment souvent des passages très abrupts entre une énorme exaltation et le lendemain où il dit texto j'ai absolument pas envie d'écrire, la vie est nulle. Et quand Sébastien Le Foll disait oui, s'il arrive à vaincre ça, il aura vaincu sa vie, je crois. Non, il a réussi justement, il sera allé au-delà de soi. Au-delà de soi. Ouais. Mais à la lecture du journal, j'avais un peu l'impression qu'il parfois même se complaisait là-dedans, dans ces espèces de montagnes russes émotionnelles, dont il n'y a pas vraiment d'issue. Si, l'issue, effectivement, son journal, je disais qu'il était parfois un peu complaisant, mais c'est le propre du journal, et la personnalité du Huguenin faisait quand même qu'il se regardait beaucoup écrire, il essayait de comprendre les problèmes existentiels qu'il percevait, la fin de la jeunesse, la difficulté à devenir adulte, en fait, et la vie, justement, par son hasard, lui a au moins empêché de connaître ça. Donc il est mort en pleine jeunesse, donc très bien. Mais non, il est très... Comme il veut atteindre la perfection, et qu'il se force à un ordre, à écrire tous les jours. Il y a des jours où ça marche pas. La perfection reste malgré tout c'est la sainteté dont on parlait tout à l'heure. C'est un objectif, mais que rares sont les hommes à atteindre. Et voilà, donc il est toujours dans la critique. Plus la médiocrité, parce que la médiocrité de l'époque qu'il dénonce, il la pressent en lui aussi. C'est pas un Savonarole. Il voit bien les limites de l'homme, de chaque être, l'incapacité à travailler, à atteindre l'exactitude de ce qu'il recherchait. Donc c'est toutes ces recherches, effectivement. Mais après, effectivement, le journal, c'est beaucoup ça, c'est beaucoup ses rencontres, ses influences. Mais comme tu l'as dit, il vaut aussi par ses aphorismes absolument étincelants. Son journal, il ne publie rien ou il a une publication quand même? Il ne publie rien. Ce qu'il écrit, c'est ses pensées qu'il écrit dans les carnets ou c'est... Non, c'était à l'évidence fait pour être publié. Oui, d'accord. Et sera publié à titre posthume, mais non, c'était fait pour être publié. Bon. Après, peut-être que s'il avait eu la main, on peut refaire. Il aurait expurgé certains passages ou réécrit d'autres. Pour se construire de son vivant son propre mausolée. Et puis il n'a pas eu le temps, mais ce qu'il laisse suffit à en faire un beau mausolée. En plus, c'est de la matière brute, parce que c'est diamantaire. Vous avez dit que la préface a été écrite par Mishka Assayas. Oui, alors une des... oui, tout à c'est fait. celui qui fait l'émission là, sur France Inter, sur la musique pop, là, le soir. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il fait par ailleurs. Je sais ce qu'il a écrit non, ça me surprend, parce qu'il est dans un tout autre genre. Oui, alors c'est avec peut-être la pas musique. C'est peut-être pas le même. Là, c'était... Si, c'est peut-être lui. Si, je crois que c'est le spécialiste de la musique pop. Oui. Oui. Ah, oui. Il y a surtout Mauriac qui écrit une préface. Oui, moi Oui. j'ai vérifié, dans mon édition, c'est Mauriac. Oui. Oui, tout à fait. Mais là, c'est dans l'intégral, là, vous avez toutes les... Oui, c'est ça. Les choses. Mauriac, c'est la préface au journal. Oui. Oui. Là, c'est une autre jeunesse. Voilà, c'est c'est le recueil d'articles. Parce qu'il y a plusieurs textes. Oui. Oui. Puis il y a les préfaces, les introductions, les hommages. Mais donc il est possible que ce soit celui-là. On apprend. Oui. C'est la force aussi du Guénin, c'est de pouvoir s'adresser et toucher des gens très différents. Même, vous voyez, Solers et Jean Dernalier. Ah oui, Solers aussi, c'était... Ah oui. La revue telle quelle, ils l'ont fait ensemble au départ. Et c'est Solers qui a plutôt qui a viré sans doute du Guénin, parce qu'il était déjà quand même idéologiquement très...
un peu puriste. Plus de questions. Bon, bah, bonne lecture, hein, Merci, il y a encore de quoi lire. Voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, l'article sur le site de l'Iliade, voilà, qui reprend. Alors j'ai fait en sorte que mon propos soit pas juste une reprise de l'article un peu plus fouillée. Les angles sont un peu différents, les citations, à part la dernière quand même, puisque se veulent aussi différentes. Donc voilà, avec un peu de chance vous trouverez ça complémentaire, mais ça n'empêchera jamais évidemment la lecture proprement dite. Merci de votre patience et de votre enthousiasme que je vois dans vos regards. C'est mieux.